Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis particulièrement contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau volet, ce deuxième volet d'une émission des Causeries de la Culture dédiée aux engagés et au peuplement réunionnais. Alors, pour cette deuxième partie, après une première partie tout à fait passionnante que nous allons évoquer dans quelques instants, je reçois le docteur Jean-Régis Ramsamy. Bonjour. Bonjour Joël. Alors, je vais vous représenter quelques instants. Donc, vous êtes grand reporter, journaliste, et vous êtes également historien, et vous avez notamment fait une thèse sur quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement, qui est ce qui a lancé notre précédente émission, la turquoise, que nous voyons à présent à l'écran. Oui, alors la turquoise, on n'a pas fini de se satisfaire, non pas de faire dans l'autosatisfaction, mais d'être amusé, en même temps réconforté, qu'on ait pu enfin trouver la date de l'arrivée de la turquoise. Et j'ai l'impression de croire qu'on n'a pas fini de connaître les retentissements de cette découverte, dans la mesure où, si on prend un seul paramètre, l'île Maurice, le premier convoi d'engagés est arrivé en 1834, c'est-à-dire au moins 5-6 ans après la turquoise. Et on peut imaginer, sans vouloir chercher un primat ou une sorte de hit parade dans ce domaine, toutes les conséquences historiques, intellectuelles que produit et que produira encore que cette découverte de la turquoise. Et je peux vous rappeler également que le 3 juin 2022, donc il y a à peine tout juste 3 mois, c'est encore très frais dans l'histoire en réalité, eh bien, il y a une cinquantaine de personnes, dont la Fédération Tamoul, mais autour aussi d'associations et des personnes diverses qui sont venues pour marquer d'une pierre blanche l'arrivée de la turquoise, qui donc ce voilier avec ses 15 travailleurs qui étaient arrivés en rade du Barachois le 3 juin 1828. Voilà, et c'est vrai qu'on a retrouvé il y a peu le document c'était la lettre de Bourbon, me semble-t-il. C'est ça, c'était la feuille hebdomadaire de Bourbon qui était entretenue précieusement, alors que d'habitude on dit qu'aux archives les pièces sont éparses, on ne trouve plus vraiment beaucoup de choses. Eh bien, je peux affirmer aujourd'hui qu'il y a encore des éléments fort intéressants, plus qu'on ne le croit. Évidemment, il faut faire preuve de patience et aussi de prendre toutes les précautions d'usage, puisque ce sont des pièces hyper sensibles. On se rappelle qu'au début des années 2000, les archives avaient été provisoirement fermées pour la propagation d'un champignon qu'on voulait contrôler. Et puis, les choses se sont faites. On a passé cette étape et maintenant, des pièces sortent à la grande satisfaction de tous les chercheurs, les intellectuels, les historiens, mais même du grand public, puisqu'il y a de plus en plus ce phénomène de généalogie, dont on reparlera probablement dans un temps futur. Oui, tout à fait. Donc, on trouve cet ancêtre des journaux locaux à La Réunion qui nous parle de l'arrivée de la turquoise. Alors, ça nous permet de poursuivre un petit peu notre historique sur l'engagisme, puisque c'est la thématique de notre émission, de notre deuxième volet de cette émission. Et on va revenir un petit peu sur déjà l'origine des engagés et puis en même temps aussi sur les dates un petit peu où on retrouve le nombre d'engagés par rapport à la population générale de La Réunion. Donc, je vous propose de redécouvrir la répartition des engagés donc, au niveau géographique. C'est-à-dire que cette diapositive nous dit plusieurs choses. Notamment, elle nous dit, premièrement, que l'engagisme n'a pas concerné que les Indiens. On appelle ici les Malbars, et vous le savez, Joël. Mais on voit que dans une grande proportion, l'engagisme est tenu par les Indiens. Pour autant, on voit qu'il y a aussi une proportion importante des engagés africains, seulement, j'allais dire, pour 37 000, des engagés qui venaient de Madagascar et de Rodrigue, et on se rappellera que les derniers engagés de La Réunion étaient des Malgaches et des Rodriguais, c'est-à-dire c'est du récent par rapport à l'histoire là aussi, puisque c'était en 1937, et qu'il y a eu des individus qui venaient de contrées plus lointaines, à savoir de la Nam par exemple, et de la Chine, dans une moindre mesure, évidemment. Alors, ce que nous n'avons pas évoqué tout à l'heure, mais que nous allons évoquer aujourd'hui, ça va être notamment les origines géographiques en Inde de nos engagés. Alors,
pour l'instant, nous allons un petit peu à nouveau regarder donc les différentes dates et on va voir un petit peu la part, c'était la part de l'émigration donc dans la population générale. On voit que les immigrants sont très nombreux effectivement. Ce tableau montre que la population réunionnaise, si elle ne s'est pas arrêtée de croître, elle a cru également avec l'apport des immigrants. Des immigrants qui venaient de Chine, d'Afrique, et évidemment de l'Inde et d'Europe également. Et on voit qu'il y a là ces deux phénomènes qui se produisent pour donner cette population réunionnaise qui n'a pas cessé d'évoluer et que la part de plus en plus importante des immigrants étrangers et notamment des immigrants qui venaient d'Afrique et principalement de l'Inde qui ne s'est pas arrêté. Et ce flux migratoire a produit des conséquences heureuses pour l'économie réunionnaise, notamment par le biais d'abord du café, ensuite de la canne à sucre. Oui, tout à fait. Et là, j'en profite pour ajouter qu'on voit cette accélération à partir évidemment de 1848, date de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Alors, à présent, refaisons un petit point sur la Réunion. Il a sucre avec un petit peu toutes les principales caractéristiques de cette histoire. Alors, cette échelle, finalement, ce récap, comme on dirait aujourd'hui, confirme aussi la bonne idée de Nicole Robinet de la Serve, dont on a pu dire que c'est lui qui a insufflé cette idée de faire revenir des Indiens à La Réunion, donc avant 1815 et en 1828. Et avant 1815, ce qui se produit également, c'est la perte de Saint-Domingue par la France, qui perd Saint-Domingue et la Révolution, donc menée notamment par Toussaint Louverture, et également le fait que l'île Bourbon revienne dans le giron français. Ces deux éléments font que c'est à La Réunion qu'on va décider de la propagation de la canne à sucre, de la production de la canne à sucre, et également aux Antilles françaises. Et on voit qu'on ne s'est pas trompé, puisque au fil des années, la production sucrière s'est accrue. Et en même temps, il y a le développement des usines sucrières, qui au départ est à titre expérimental. Et on n'a pas fini finalement de moderniser ce qui va donner plus tard ce qu'on a appelé l'industrie sucrière. On va voir que s'il y a 2 années au moins où ça stagne, ce sont les années de guerre. Mais pour autant, on va voir que cet acharnement, cette détermination et des travailleurs engagés, et en même temps des colons, des grands planteurs, qui malgré une première crise sucrière à partir des années 63, ne vont pas baisser les bras. Ils vont continuer à demander de la main-d'œuvre étrangère, et de notre côté, ils vont continuer à moderniser l'appareil sucrier. Alors voilà, justement, nous allons arriver à la Convention nationale, donc un autre chapitre, un autre moment très important de l'engagisme ainsi que cela s'affiche sur l'écran. Alors je vous laisse nous en parler plus largement. Il n'y a pas d'engagisme à l'île de la Réunion s'il n'y a pas de convention, vous avez dit nationale, plutôt internationale, entre la France et l'Angleterre. 2 grandes nations, 2 grandes puissances, comme vous le savez Joël, qui se battent sur mer et sur terre. Et là, incidemment, il y a une convention qui est passée entre ces 2 grandes puissances, entre elles donc, pour accepter l'introduction d'Indiens dans les territoires français, et principalement à l'île de la Réunion, mais aussi dans une moindre mesure aux Antilles françaises. Je parlais de la Guadeloupe et de la Martinique. Et cette convention dite, dès le début, en 60, elle est donc signée. Et elle est paraphée ensuite, elle est complétée ensuite en 1861. Et elle dit notamment qu'il faut faire entrer dès le départ 6 000 Indiens à La Réunion, 6 000 Indiens du Bengale, donc plutôt du nord de l'Inde, à La Réunion pour lancer cette nouvelle opération, sachant qu'avant 1860, il y a eu toute cette période d'expérimentation. On a pu voir les faiblesses du système, les points forts du système, et elle est sacralisée en réalité avec cette grande convention de 1860 et suivante, qui donne une dimension, je dirais, industrielle à l'engagisme en réalité. Oui, c'est ça. On se retrouve en 1848, donc avec l'abolition de l'esclavage, avec des... On essaie un système, ouais. lequel système s'améliore et qui aboutit en 1860 et 61 à la confirmation de ce système, je dirais à son apogée, entre guillemets.
Et cette convention internationale est rédigée par qui? Elle est rédigée par les grandes nations, les deux grandes nations, l'Angleterre et la France. Évidemment, il y a en coulisses j'imagine, les grands planteurs qui ont travaillé ferme, qui ont donc ferré ferme pour que ça se produise, parce que c'est eux qui avaient au départ intérêt que ça se fasse. La France, donc, ayant perdu donc Saint-Domingue, voulait également trouver un autre point d'appui, et ce sera l'océan Indien pour ce qui est de la France. On sait que pour l'Angleterre, ce sera l'île Maurice. Chacun a choisi son camp, si je puis dire. La France choisissant l'île de la Réunion et Maurice gardant sous son giron, l'Angleterre gardant sous son giron l'île Maurice. Et nous aurons donc ces deux îles côte à côte qui vont produire de la canne à sucre et in fine produire du sucre. Et voilà comment les deux grandes nations vont mettre en place. Alors, de ces grandes conventions, ne s'arrêtent pas aux grandes conventions. Hein. De ces grandes conventions vont après découler toutes sortes d'arrêtés et de textes réglementaires. Alors, on va en parler justement d'un de ces textes réglementaires qui est le colonna parciaire. Alors, je vous demande un petit peu de nous expliquer tout cela. Alors, le colonna parciaire arrive après les grandes conventions. J'ai l'impression de croire que c'est un sous-chapitre de la Grande Convention. C'est un outil, d'ailleurs, c'est un outil de l'engagisme ou juste après, qui va consister à faire en sorte que, au-delà de l'engagement, le travailleur engagé ou l'ancien travailleur engagé va pouvoir s'installer sur un terrain, sur une surface, sur une parcelle plus exactement, produire de la canne à sucre et d'autres denrées, et le remettre une grande partie aux colons. C'est ce qu'on appelle en France, sur le vieux continent, c'est ce qu'on a appelé le métayage. Mais on verra que la responsabilité, que tout reste dans la main du grand propriétaire. En fin de compte, l'engagé ou l'ancien esclave, donc l'affranchi, on va voir qu'il est tenu vraiment par le grand propriétaire, puisqu'il est sur le terrain du grand propriétaire. Et on se rappelle par tradition orale que les Indiens notamment disaient à leur grand propriétaire, monsieur, si demain on a un petit bout je parle en créole, si demain vous avez un petit bout de terrain qui est en bordure de la ravine dont vous ne voulez pas parce qu'il est pentu, il a plein de cailloux dessus, pensez à moi, je vais l'acheter, je vais travailler dessus et il va produire. Et on se rend compte que les grands propriétaires, souvent, vont lâcher du lest, mais sur des parcelles qui sont incultes. Hein. Ils ne vont pas donner les plus belles terres aux anciens esclaves ou aux engagés. Ils vont donner des terres les moins productives, là où c'est plus compliqué. Oui. Et c'est donc à la sueur de leur front que les engagés, les affranchis, vont travailler sur des terrains pour produire, pour prendre une dividende sera donc remis au propriétaire. Et on se rappellera cette anecdote, c'est que même pour la coupe, quand est arrivé l'heure de la coupe, on se rappellera que souvent pour la coupe, eh bien, le colon devait demander à son employeur, au grand propriétaire, devait demander l'autorisation pour couper la canne, pour aller livrer à l'usine. Il n'était pas question qu'il le fasse lui-même. Il devait avoir le là. C'est le patron, le grand propriétaire, qui donnait le là pour que l'individu puisse enfin couper la canne et livrer. On ne livrait pas impunément sa canne à l'usine, puisque tout était dans la main du grand propriétaire. Oui, alors je suppose que le grand propriétaire, non seulement... Donc... On a parlé des latifundia, ces grands domaines à l'époque qui étaient encore en vigueur et qui ont encore aujourd'hui de beaux restes, si on peut dire. Et ces grands propriétaires régnaient, je ne pense pas faire une grande révélation en disant que ces grands propriétaires régnaient en maître sur ce sol-là, et que c'était qui donnait le là de toute action, de toute démarche, que ce soit des colons, sous forme de colonna parcière ou d'autres. Oui, alors ça veut dire que là, le grand propriétaire donne à la fois le type de culture que l'on doit faire, c'est-à-dire par exemple la canne à sucre, hein, majoritairement, on le sait bien, et un peu de culture vivrière. Voilà, et régit également la totalité de l'ordre dans lequel on doit aller livrer, etc. Parce qu'il y a des impératifs au niveau des livraisons, tant en teneur en sucre ou autre, vis-à-vis de l'usinier qui, lui, va recueillir ça. Et rappeler, Joël, également, que le colonna parcière n'a été démantelé que récemment par l'Assemblée nationale. C'est depuis qu'une dizaine d'années que ce système du colonna parcière a été démantelé, je veux dire juridiquement. Oui.
hein, même s'il n'était peut-être plus trop en vigueur, mais il n'a été, effacé finalement de l'arsenal juridique que depuis très peu, hein, que depuis une dizaine d'années. Ouais, d'ailleurs, on rencontre encore beaucoup de planteurs à La Réunion qui ont des statuts de métayer, c'est-à-dire qui ne possèdent pas des terres, mais qui effectivement plantent de la canne sur des terres en métayage. Évidemment, pas dans les mêmes conditions d'exigence du grand propriétaire, je suppose. On espère. Voilà, oui, tout à fait. Alors, nous allons. Donc, vous évoquiez tout à l'heure quelque chose d'intéressant sur la diapositive suivante. C'est notamment que les Indiens faisaient des économies et épargnaient pour s'acheter des lopins de terre qu'ils réclamaient à leurs propriétaires terriens. Oui, puisque on se rend compte aujourd'hui, on peut voir aujourd'hui qu'il y a de nombreuses familles qui ont encore quelques parcelles, quelques zones foncières de plus ou moins de grande importance. On a même vu qu'un Malbar a pu participer à l'actionnariat d'une usine, voire même posséder une usine. Là, c'est l'usine sucrière de Ravine Glissante à Sainte-Rose. Donc, je parle de Joseph Mourouvin, hein, qui en est l'auteur, qui a été l'auteur de cette démarche, cette action-là. Et on peut se demander les rouages, comment ils les ont fait, puisqu'ils étaient des simples engagés, de simples individus comment, à un moment donné, ils peuvent. Alors, je crois que le colonat partiaire a été une des méthodes, un des outils de promotion, finalement. C'est-à-dire qu'on peut être simple engagé, renouveler son contrat de l'engagement de l'engagisme, et ensuite devenir soi-même s'installer en tant que propriétaire. Mais il y avait une démarche administrative parallèle sur la carte d'identité. On n'était plus étranger, on devenait citoyen français, entre guillemets, et on pouvait donc s'adonner. Et donc, il y a une démarche de promotion des individus qui sont des individus économes, hein, que ce soit l'Africain émancipé et ensuite engagé, ou d'autres nations. Ce n'était pas quelque chose qui était propre à l'Indien, hein, on est d'accord. Sauf que, évidemment, dans la masse de travailleurs indiens qui s'étaient introduits à La Réunion, évidemment, comme ils étaient plus nombreux, c'est vers eux qu'il y avait plus de possibilités de réussite en même temps. Et donc, c'est comme ça que ces anciens engagés commencent à acheter un petit lopin de terre. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure du lopin de terre qui était inculte, qui était quasiment impossible finalement à faire sortir quoi que ce soit, même des ronces ou toutes sortes de productions. Et bien que les travailleurs acharnés, étrangers, arrivaient à produire, bon an, mal an, avec force et courage, à sortir de terre quelque chose et à rendre ces terre finalement productive, en tout cas fertile, hein, et devenir comme ça, fil en aiguille, au bout d'années de lutte et d'efforts, des petits propriétaires terriens. Oui, alors on voit aussi qu'il y avait quelque chose qui était contractuellement, vous nous l'aviez dit dans la précédente émission, dans le statut de l'engagé, c'était la possibilité de pratiquer son culte sur l'exploitation. Et on le voit sur cette diapositive, ils sont attachés à leur bon Dieu Malbar. Donc comme c'était inscrit dans ces accords, et on voit que à ce moment-là, beaucoup ont construit une petite chapelle au sein même de la propriété qu'ils exploitaient. Oui, c'est-à-dire que d'une mauvaise affaire, ils ont tiré le meilleur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En réalité, on sait que dans la grande convention dont vous faisiez mention tout à l'heure, il y avait une des règles qui voulait qu'à la fin de l'engagement, à la fin du contrat d'engagé, que le colon paye le billet retour pour ce qu'on a appelé dans l'histoire le rapatriement. Cette règle du rapatriement a été peu ou prou suivi, respecté. C'est-à-dire que s'il est vrai que le colon s'inquiétait de l'arrivée du travailleur étranger, indien, africain et autres, il s'inquiétait peut-être avec moins d'ardeur de son retour au pays. Ce qui est manifeste, hein, en l'occurrence. En revanche, l'Indien, ne pouvant plus rentrer chez lui, avait tendance donc à s'installer sur ce sol et à faire respecter, à demander le respect d'autres règles, par exemple, donc, de la possibilité du culte, hein, du respect de la religion, et c'est rappelé que dès 1828, dès la turquoise, on a pu demander dans les conventions qu'on ait ce lieu de culte. Et cette règle s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, ce qui explique, comme je le disais donc précédemment, que s'il y a bien une île, une île de sainte commune, hein, Saint-Pierre, Saint-Chier, il y a aussi une île faite d'un collier, qui ressemble à un collier avec ses différents temples colorés tout autour de l'île, que ce soit sur le littoral ou sur les hauteurs. Alors, j'avais une question, moi. Pourquoi on appelle ça des bondiers Malbar? Pourquoi Malbar? Est-ce que vous pouvez juste nous refaire un petit peu? Alors, on appelle communément ici les Indiens les Malbars, vous savez, Joël.
Tout simplement parce que les premiers Indiens qui ont été introduits dans notre île les premiers en tout cas, venaient du Kerala, ce qu'on appelle aussi par ailleurs en termes géographiques la côte Malabar. Comme ces premiers individus venaient de cet endroit, eh bien tous les individus qui sont venus postérieurement à cette date ont été appelés Malabar, de la côte du Malabar, la côte de Malabar. Et personne ne s'en est vraiment offusqué. Et même les Malbars eux-mêmes ont toujours accepté d'être qualifiés de Malbars, même s'ils venaient de la côte de l'Orissa ou du Coromandel sur l'autre versant de l'Inde, hein, de la côte du Coromandel, Pondichéry et autres. Justement, parlons un petit peu donc du Tamil Nadu, de Pondichéry. Alors justement, faisons un petit point là-dessus. Pour une grande part, s'il est vrai que dans la somme, dans le quantum d'Indiens venus à La Réunion, il y a évidemment la présence d'Indiens qui venaient du nord de l'Inde. Ils peuvent venir aussi de la région de Bombay. Ils pouvaient venir aussi d'autres endroits, de Calcutta ou d'autres régions, du Bihar par exemple, du Bihar, où viennent d'ailleurs beaucoup de Mauriciens, d'Indo-Mauriciens. Eh bien, pour ce qui est de La Réunion, une grande majorité venait de Pondichéry. Venait du sud de l'Inde, du Tamil Nadu et de Pondichéry, ce qui explique que la prégnance de la langue tamoule, par exemple, hein, qui est la langue du sud de l'Inde, alors qu'à l'île Maurice, paradoxalement, c'est la langue hindi qui est donc prédominante. Et je n'ai pas dit jusqu'à présent que s'il y a 120 000 Indiens qui viennent à La Réunion, dans le même temps, il y a 4 fois plus qui viennent à l'île Maurice. Ce qui explique aujourd'hui que la population est d'environ 80% d'origine indienne. Je parle de l'île Maurice. Donc, quand le phénomène de l'engagisme ou de l'immigration indienne se produit à La Réunion, produisant 100 000 Indiens à La Réunion, 4 fois plus viennent à l'île Maurice. Majoritairement, nous sommes du sud de l'Inde. Les engagés, les ancêtres sont majoritairement du sud de l'Inde, de Pondichéry, de Karikal et d'ailleurs, et majoritairement à l'île Maurice, du nord de l'Inde, les Bihar, le Calcutta. Entendu. Alors, sur ce... Mais il y a une présence linguistique qui est manifeste. On a pu retrouver des traces de langue telugu, ce qu'on appelle de la région de l'Andhra Pradesh, toujours du sud de l'Inde, de la langue malayalam, hein, la langue du Kerala, la langue donc du Tamil Nadu prédominante, et dans une moindre mesure, de manière minoritaire, quelques bribes de la langue hindi, donc pour ceux qui viennent du nord de l'Inde, et je pense notamment de Calcutta. Hein. Ici, tous les gens qui venaient de l'Inde, on les appelait les Calcutta, pour parler du Bihar, pour parler de Bombay, pour parler d'autres régions. Entendu. Alors d'ailleurs, nous allons réévoquer tout cela dans une prochaine émission sur les noms des Malbars de La Réunion. Alors, passons à présent à quelque chose qui me préoccupe toujours beaucoup, c'est-à-dire la femme. La femme dans l'engagisme. Qu'est-ce que ça représente ? Les engagistes ont compris que dans les tractations, on parlait tout à l'heure de la tractation des grandes conventions, et ils ont compris que s'il y avait l'élément religieux, il y a d'autres éléments, il y a aussi un souci familial. Si vous voulez qu'un individu soit, je dirais, non pas heureux, mais qu'il soit dans de bonnes conditions pour travailler, il faut lui donner évidemment se nourrir, de quoi se loger, et de quoi aussi s'épanouir, voire fonder famille. Et pour fonder famille, il faut sa moitié. Et s'il n'a pas la possibilité d'avoir sa moitié, ça ne se passe pas bien. Donc on peut avoir des suicides, on peut avoir des volontés manifestes de rompre le contrat. Et pour cela, donc, il y a dès le début des règlements qui disent s'il y a tant d'hommes, il y aura tant de femmes. On imagine dans un système idéal 50-50. On va se rendre très rapidement compte que ce ne sera pas du tout le cas. À peine 10% de femmes hein, dans les contingents, dans les convois sur les bateaux. On note à peine 10% de femmes. Et on va se battre, les syndicats, pas les syndicats, mais les groupements, les lobbies vont se battre pour faire en sorte que cette règle soit respectée, qu'on ait le maximum. Mais on voit que malgré ces luttes, malgré ces revendications, voire ces protestations, il n'y aura pas autant de présence féminine que cela sur le bateau, évidemment à l'arrivée, sur le sol bourbonnais, le sol réunionnais. Et ça va poser problème, notamment de la capacité des individus à rester aussi sur le sol, à s'adapter. Et ce qui expliquera par ailleurs un phénomène dont on peut juger aujourd'hui qu'il est heureux, c'est le phénomène du métissage. Oui, tout à fait, ça c'est une belle origine. Justement, vous parliez des règlements. Alors, on a vraiment de nombreuses réglementations, une somme de textes importants qui réglementent tout cela. Donc... Oui, et là, je vous renvoie à quelque chose qu'on a pu dire dans la mission précédente, à savoir que
est-ce que l'engagisme et l'esclavagisme sont les deux facettes d'une même pièce? La question reste posée. On nous dit effectivement que, évidemment, est-ce que on ne peut être que d'accord que l'engagé a des pouvoirs, a des libertés dont ne jouissait pas, évidemment, l'esclave. On avait noté les 3 points, rappelez-vous, la liberté, le salaire et puis le contrat. Donc, tout esclave n'a pas ces 3 points-là. C'est en ça qu'il différencie totalement un statut différencie de l'autre. On est d'accord. Ouais. Mais on se rend, pour peu qu'on veuille bien regarder les faits de manière, j'allais dire, voire clinique, on se rend compte que malgré pléthore de textes, des textes, on peut vous en trouver, hein, Joël. On va aux archives, on vous 3 tonnes de textes, si vous voulez. Cependant, ces textes n'ont jamais... Les textes, j'allais dire, pour faire un peu de provocation, les règlements ne sont pas faits pour être respectés. Et ce qui explique qu'il y a l'esprit et la lettre. Donc, dans la réalité, ces textes ont été très peu respectés, ce qui explique que malgré cette exubérance de textes, moi je vois l'arrêté de 1887, sauf que l'arrêté de 1887, c'est après l'immigration indienne. L'immigration indienne se termine en 1882. Je vous rappelle la date, 11 novembre 1882, l'Angleterre met fin à l'immigration indienne, met fin donc au flux migratoire. En gros, elle dit à la France, plus question de vous fournir la main-d'œuvre. Et puis, l'Angleterre n'était pas non plus, moins intelligente que les autres. Elle se disait, à quoi bon fournir des forces à mon ennemi préféré, mon meilleur ennemi. Et mon concurrent pour la canne à sucre. Mon concurrent pour la canne à sucre, mais sur mer et sur terre, la perfide Albion n'a jamais arrêté de se battre avec la France. Tout à fait. Donc, on tire le frein à main. Donc, plus question de donner des forces productives à la France et donc moins de moyens de respecter les textes et moins de moyens d'appliquer les textes. Alors, on a évidemment le contrat d'engagement du travail qui est le contrat phare de l'engagisme, mais on a, comme vous le disiez, un certain nombre d'abus au niveau de l'engagisme, et c'est pas parce qu'il y a un contrat que donc tout est respecté. On voit, il y a des, comme on va le voir là sur la diapositive suivante, il y a des impayés, il y a des maltraitances diverses, etc. Si vous voulez nous en donner quelques aperçus. Alors, on a déjà dans l'engagisme, mais d'ailleurs les anciens engagés, on a certains historiens ont interrogé, hein, même si la part de la tradition orale doit être prise avec précaution, avec des pincettes au niveau des historiens puristes, etc. S'il est vrai, et on accuse souvent l'histoire de ne pas être une science dure, vous reconnaissez tous ces débats, Joël, j'en suis persuadé. Cependant, des historiens ont interrogé des descendants d'engagés, et ceux-ci ont dit, mais nos parents étaient esclaves. On se rend compte juste que ce n'était pas possible, puisque les engagés sont, pour une grande part, arrivés bien après l'esclavage. Mais s'il est resté dans l'imago, dans leur esprit, la notion de l'esclavage, c'est bien parce qu'il y avait des pratiques de l'esclavage qui perduraient encore, me semble-t-il. On pense notamment à tous ces sévices, à ces maltraitances. On a des propriétaires d'usines qui séquestrent des engagés. Chez eux, les retiennent par la force, parce que ces engagés voulaient se plaindre à Saint-Denis, là où résidait le consul anglais, se plaindre, et il leur était juste impossible de se rendre au consulat, puisque, comme vous savez comme moi, que pour se déplacer, il fallait avoir un laissez-passer. Et qui donnait laissez-passer? C'était le propriétaire. Donc, le propriétaire n'allait pas donner un laissez-passer à un individu qui allait se plaindre de lui. C'était juste impossible à imaginer. On a donc des impayés de salaire, on a des maltraitances diverses, des sévices, on a des coups et blessures, voire même des décès, des assassinats, des meurtres. Et souvent, les individus, lorsqu'ils ne peuvent pas se révolter, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne peuvent pas retourner en Inde, eh bien, ils se suicident. Et ils ont l'impression qu'à travers le suicide, ils vont pouvoir renaître autour du Gange. C'est une croyance des engagés que mourir, c'est pour renaître ailleurs. On pourrait imaginer aussi dans une autre émission toutes sortes de pratiques liées à la réincarnation. Oui, c'est terrible. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi, que, évidemment, ils allaient au consulat anglais parce qu'ils relevaient de l'Angleterre venant d'Inde. Voilà. Alors, c'était des sujets anglais de Sa Majesté la Reine. Tout à fait. Même si on voit que dans le quotidien, ils n'étaient pas toujours traités comme tels. Je voudrais maintenant refaire un petit point là maintenant sur les conséquences de l'engagisme avant d'aborder la fin de cette période. Alors, les conséquences principalement. Alors, les conséquences de l'engagisme,
Si on parle des conséquences de ce qui reste de l'engagisme ou des points faibles, on peut dire effectivement, on peut regarder que les descendants des engagés indiens ont des noms qui peuvent paraître étranges, composés, à rallonge, à tiroir. On pourra dans d'autres émissions donner des exemples aussi. On a des noms de caste, des individus qui ne portent plus les mêmes noms que leurs ancêtres. Et ça pose énormément de problèmes lorsqu'ils veulent faire un arbre généalogique, par exemple, ou retrouver un terrain, un patrimoine perdu au fin fond de l'Inde ou de la Réunion. On voit que ça pose de multiples problèmes. On voit par exemple que des familles en général portent des noms matronymes, des matronymes, hein, donc des noms de leur maman, de leur mère, alors que dans le bon vieux système franco-français, on porte plutôt des noms du paternel. Et on a donc cette impossibilité. Et on a des archives qui ne nous aident pas non plus, puisque ces archives sont détériorées. Et on a l'abandon, par exemple, des langues mères, je dirais, des langues maternelles de ces individus. Mais c'est la même chose pour leurs engagés, les descendants d'engagés africains, peut-être malgaches ou chinois, qui perdent de leur langue de leurs ancêtres. Hein. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un travail de réappropriation qui est mené. Alors, l'engagisme se termine à quelle date ? Alors, l'engagisme, il faut qu'on se mette d'accord immédiatement. L'engagisme se termine en 1937 avec les derniers engagés, une quinzaine d'individus, là aussi une vingtaine d'individus, qui sont des Rodriguez, qui sont des Malgaches également, et qui sont les derniers à fermer le banc, si je puis dire. Et les derniers qui restent vont être repris par ce qu'on a appelé à l'époque le service de la main-d'œuvre, qui aujourd'hui s'appelle la DIECT, que je disais la dernière fois. La DIECT, je disais la dernière fois, donc l'inspection du travail et toutes sortes d'institutions, d'organismes étatiques qui représentent le monde du travail en réalité. Donc, en 1937 s'arrête l'engagisme. Alors, c'est vrai que vous avez raison de poser la question, parce que souvent on le confond avec le 11 novembre. Je rappelle à bon entendeur salut que le 11 novembre 1882, ce n'est que la fin de l'immigration indienne. Oui, c'est ce qu'on voit, à l'écran. La fin du flux. C'est à ce moment-là que l'Angleterre, on l'a redit, mais on ne cessera jamais de le dire, le 11 novembre 1882, l'Angleterre ferme le robinet de l'immigration indienne. Donc, plus question d'envoyer des convois à La Réunion. Le dernier convoi est arrivé en 1885, parce qu'il y a toujours l'application du texte. 1885, dernier convoi. Et donc, alors, vous allez me dire, mais si ça s'arrête en 1882, pourquoi on va jusqu'en 1937 ? On va jusqu'en 1937 tout simplement parce qu'intramuros, ici même à La Réunion, il y a encore des engagés qui peuvent plus retourner au pays, africains, indiens et autres, qui peuvent plus retourner au pays, qui sont là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? On continue des contrats jusqu'à ce que la France, jusqu'à ce que l'autorité administrative nous dit que c'est bon, on arrête avec ce système, puisque les systèmes du monde du travail avaient évolué. On arrivait au mouvement populaire et 36, etc. Hein. Donc, il n'était plus question en France d'avoir toujours ce statut. Ce système, c'est suranné, ce système qui était archaïque, hein, de toute façon. Alors, vient le moment de conclure à présent, donc sur ces deux émissions passionnantes. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous ajouter ? Alors, on peut le voir là, comme à l'écran. Donc, il y a un certain nombre de choses, savoir-faire créole, etc. On parlait tout à l'heure des conséquences de l'engagisme ou de tout ce phénomène historique. Je crois que ce qui reste aussi, hein, ce qu'il faut être, à la vérité, il faut dire qu'il reste quand même le savoir-faire créole dans le domaine du sucre. Hein, je parle bien du domaine du sucre, de la fabrication. Il y a des procédés chimiques qui ont été mis en place ici. Et je vous disais également dans une précédente émission que le modus vivendi n'a jamais cessé d'être amélioré, d'être performé, comme on dirait aujourd'hui. On pense tout de suite à un chimiste, un intellectuel ou un scientifique comme Émile Hugo, qui n'a pas cessé d'aller de par le monde pour parler du savoir-faire créole en matière de fabrication du sucre, qui possède encore aujourd'hui une renommée internationale, une renommée mondiale. Et là, on voit que c'est un système qui, de toute façon, qui est durable. Et on a pu aussi se demander, puisque vous savez, les historiens aiment bien les Français, on aime bien les débats à n'en plus finir. Et une des questions qui avait été posée, une problématique, c'est de savoir est-ce que c'est les Indiens qui ont sauvé l'économie réunionnaise d'alors. C'est une question qui reste posée. En tout cas, ces Indiens ont pu revenir à l'île de Bourbon et ensuite à La Réunion pour construire leur propre destin. Alors certains nous disent que s'ils étaient restés dans l'Inde millénaire, peut-être qu'ils n'auraient jamais pu avoir une vie comme celle d'aujourd'hui. C'est un argument qui reste sur la table de toute façon. Et je dirais que quel bond en avant entre la fin de l'esclavage,
donc en 48, en 60, ou 60 jusqu'à... Ou plutôt, si on prend la date de 1860 avec la Grande Convention, jusqu'à 1880, donc la fin de l'immigration indienne, on se rend compte qu'il y a eu un bond incroyable qui s'est produit, tant au niveau de la production du sucre qu'au niveau du développement même de l'économie générale. De toute façon, les deux étaient confondus pour l'époque, on est d'accord. Ouais. Et cette économie sucrière qui jusqu'aujourd'hui continue, bon an, mal an, malgré quelques grèves, mais pour peu qu'on suive l'actualité réunionnaise, on sait que les grèves dans le monde agricole, dans le monde de la canne, se terminent toujours par la signature d'un contrat, et que, bon an, mal an, la filière canne-sucre continue à prospérer et à être au hit-parade finalement de l'économie réunionnaise. On n'a pas trouvé mieux. Hein, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi la question que vous posiez sur cette diapositive. À quand l'entrée du mot engagisme dans le Larousse? C'est vrai que je crois que ce serait là aussi que justice quelque part, puisque d'autres mots, vous savez que le mot ayo par exemple est entré dans le dictionnaire, non pas le dictionnaire Larousse, mais dans le grand dictionnaire, un des grands dictionnaires anglais, pour ne pas le citer. Mais donc, il serait, je crois, puisque l'engagisme a concerné évidemment la Réunion, mais a concerné également la Martinique et la Guadeloupe, et dans une moindre mesure la Guyane. Et comme l'engagisme a concerné quand même plus de 100 000, 200 000, hein, je crois que le chiffre qu'on a cité, si on confond tous les travailleurs confondus, on arrive à quelque chose autour de 200 000 âmes. Et on n'a pas là aussi un caractère scientifique de ce qu'on avance. Ça a pu être bien plus important. Donc je pense que ce ne serait que justice que de réparer cela en faisant entrer l'engagisme, ce terme de l'engagisme dans le Larousse. Ce ne serait qu'une manière élégante de rendre hommage à cette histoire attachante réunionnaise. Ah bah écoutez, en tout cas, la question est posée, la demande est faite. Je vous remercie infiniment, docteur Jean-Régis Ramsamy, de ces émissions vraiment passionnantes. Alors, je voudrais vous inviter à aller plus loin. Pour ceux qui ont adoré ces émissions, vous pouvez approfondir vos recherches sur un portail internet qui est celui du musée de Villèle à La Réunion, portail-esclavage-réunion.fr, qui regorge de tas de ressources. Hein. Oui, j'ai vu beaucoup de textes et j'invite vraiment tous les étudiants, en tout cas tous les amoureux de La Réunion, hein, finalement, d'aller sur ce site car il y a de belles recherches, de beaux résultats. Je pense notamment aux travaux de Michel-Marie Moutou, mais pour ce qui est de la canne à sucre. Mais il y a d'autres travaux, notamment concernant les esclaves, la journée d'un esclave, la propriété de Madame Desbassins et d'autres. Je crois que c'est là-dessus. Et je crois qu'il convient d'aller sur des sites sérieux, qui ont vraiment un caractère de recherche où apparaissent des éléments de l'épistémologie et d'autres qui peuvent vraiment permettre d'avoir un bon point de vue sur ce qu'a été le phénomène de l'esclavage, ce qu'a été le phénomène de l'engagisme aussi, à La Réunion. Ouais, bah écoutez, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, c'est vrai que sur ce site, on trouve énormément de ressources et de historiques. Ouais. Alors, moi, je vais citer vos propres références. Docteur Jean-Régis Ramsamy, vous avez ce livre que vous aviez consacré, qui est aussi votre sujet de thèse, que vous aviez consacré à la turquoise, que j'invite tout le monde à consulter. Et puis, un autre ouvrage également sur l'engagisme, avec une question sur l'engagisme, crime contre l'humanité, que vous pourrez également retrouver. Je vous remercie, voilà, tous. Alors, on a un petit remerciement dans toutes les langues que nous avons pu... en tamoul, voilà. Merci tout en créole et Danyavat en hindi. Voilà, donc je vous remercie tous, je vous remercie infiniment, docteur Jean-Régis Ramsamy, et je vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur les pages Facebook et YouTube de l'Université numérique de La Réunion pour retrouver ces émissions et bien d'autres. À très bientôt.